Je vous présente aujourd'hui notre 488e journal de bord, par téléphone cette fois bien entendu. Allô, cher président? Bonjour. Bonjour, président. Alors je vais commencer, j'espère que vous allez bien déjà, que vous vous reposez. Et je vais commencer par une première question concernant le président des États-Unis, Donald Trump, qui souhaite que le djihadiste auteur de l'attentat de Manhattan soit frappé de la peine de mort. Qu'en pensez-vous, président? D'abord, je me trouve plus près des États-Unis géographiquement que de la France aujourd'hui. Alors, je réponds d'autant plus facilement à votre question de façon affirmative. Oui. Je crois que le président Trump fait la guerre, n'attend pas de l'avoir perdue pour la déclarer. Il est évident que nous sommes là, tout le monde le dit d'ailleurs, y compris chez nous, il s'agit d'une guerre. Dans une guerre, il y a des morts. Pour l'instant, tous les morts sont de notre côté. Alors je pense que, pas tous tout à fait, il y en a un certain nombre quand même qui ont été abattus en cours de leurs opérations. Mais je pense que la peine de mort, dont je pense d'ailleurs qu'elle devrait se situer en équilibre dans notre société juridique, doit être plus que jamais appliquée s'agissant de la guerre contre Daesh. Jean-Marie Le Pen, vous êtes loin de la France, mais en France justement, à propos de la déclaration du président Trump, on dit qu'il a violé ce que nous appelons ici la séparation des pouvoirs en cherchant à influencer la justice. C'est typiquement français comme réaction? Vous savez, c'est très simple. Le milieu politico-médiatique français est systématiquement hostile à Trump. Quoi qu'il fasse, il a tort. Par conséquent, il ne faut pas s'attendre de ce côté-là à une quelconque indulgence, ni même à une quelconque sérénité. Alors qu'en France, une loi de sécurité intérieure remplace l'état d'urgence et que s'achève le procès du frère de Mohamed Merah, quel doit être, selon vous, le sort des Françaises qui ont rejoint Daesh, ont eu des enfants de combattants islamistes et voudraient maintenant qu'on leur reconnaisse des droits, notamment celui de revenir sur le territoire national? Et personnellement, je pense qu'il faudrait respecter leur premier choix. Elles ont choisi d'aller en Syrie et d'y aller pour s'y battre, n'est-ce pas, dans des affaires internes à la Syrie. Je pense qu'elles devraient rester en Syrie. Certains proposent même d'aller plus loin et de les droner. C'est une nouvelle expression, vous n'allez pas jusque-là. La justice syrienne peut suffire. Non, elles sont allées en Syrie, elles sont en Syrie, qu'elles restent en Syrie. Les suites du procès du frère de Mohamed Merah, il n'est pas reconnu coupable de complicité d'assassinat. Que pensez-vous de ce verdict, président? Écoutez, je pense que c'est assez étonnant et je considère que l'appel du parquet général est justifié. Et qu'il y aura donc un second procès au cours duquel les magistrats qui constituent la cour d'assises devront tenir compte tout de même de ce qui a été exposé assez clairement, me semble-t-il, par le procureur général lors du premier procès. Qu'est-ce que vous pensez de la culture de la preuve en matière de procès d'assises, puisque c'est l'argument des avocats de Mohamed Merah qui se réjouissent que, faute de preuves formelles, les magistrats aient décidé une peine intermédiaire en quelque sorte? Non, je rappelle que c'est la conviction intime des jurés qui constitue la base de la décision judiciaire. Par conséquent, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves. Je sais qu'en Grande-Bretagne, s'il n'y a pas de cadavre, il ne peut pas y avoir de poursuite. Bon, si on ne trouve pas le cadavre. Mais en France, ce n'est pas le cas. Et il me semble qu'il a été largement démontré que Abdelkader jouait un rôle tout à fait spécial et positif à l'égard de son frère, qui était le maître d'œuvre en quelque sorte. Bien alors en 1988, le Front National que vous présidiez faisait campagne en faveur de la Nouvelle-Calédonie française. 30 ans plus tard, le gouvernement engage les préparatifs du référendum d'autodétermination prévu en 2018. Quelle sera, concernant ce cas, votre position, Président? Écoutez, je me souviens très bien de la campagne qu'avait menée là-bas pour le Front National Jean-Pierre Stirbois, et je crois d'ailleurs
Yann Le Pen, qui l'accompagnait avec peut-être quelques autres camarades pour une campagne. C'est d'ailleurs au retour de cette campagne de Nouvelle-Calédonie que Jean-Pierre Subois a trouvé la mort sur la route, malheureusement, hélas. Et bien sûr, nous sommes des partisans du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans le giron français et au sein de la France. Et par conséquent, j'espère, j'ose espérer, que le gouvernement français va défendre là les intérêts de la France. Les membres du gouvernement de Catalogne, là nous revenons sur le continent, mais toujours dans l'esprit éventuel d'une autodétermination, se sont réfugiés, pour certains d'entre eux, à Bruxelles. Il semble que l'État espagnol veuille lancer contre eux un mandat international européen. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Qu'est-ce que doit faire Bruxelles? Est-ce qu'on doit organiser leur retour en Espagne? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il me semble que la majorité des membres du gouvernement catalan régional se sont livrés à la justice, qu'ils ont d'ailleurs été incarcérés. C'est le président, je pense, Puigdemont, qui lui s'est réfugié en Belgique dans une démarche assez piteuse, il faut le dire. Et je pense que normalement, puisqu'il y a, je crois, un arrêté qui a été lancé contre lui, et qu'il doit normalement soit venir rejoindre ses camarades à Madrid, soit être extradé par le gouvernement belge en direction de l'Espagne. Dans un message vidéo très remarqué, Président, la députée européenne du Front National, Marie-Christine Arnautu, proclame son attachement au nom même du gouvernement Front National, du mouvement Front National, que certains veulent voir disparaître en mars prochain au cours du congrès du SN. Est-il, selon vous, encore temps de s'opposer à cette disposition qui a les faveurs de la direction même du Front National? Ça me paraît insensé, cette histoire. Il est bien évident qu'il n'y a pas une seule marque au monde qui accepte de disparaître de sa propre volonté, et que le Front National a derrière lui 45 ans de lutte courageuse et honorable, et qui ont coûté beaucoup de sacrifices à des milliers et des milliers de militants du Front National. Et changer le nom serait trahir véritablement le mouvement. Parce que je pense que cette initiative sera abandonnée, et que si elle n'est pas abandonnée, elle sera balayée par le Congrès. Alors c'est peut-être l'occasion d'inviter tous nos amis, et je pense notamment à tous ceux qui font partie des comités Jeanne que vous présidez aussi, de se mobiliser et de se lancer dans la campagne pour la défense du non-Front National, même si quelquefois certains d'entre eux en ont été écartés. Oui, évidemment, cela va sans dire. C'est une bataille essentielle, c'est une bataille symbolique, et l'abandon du titre Front National serait suicidaire. Alors, il y a une polémique que vous n'ignorez pas, pour ou contre la croix qui surmonte la statue de Saint Jean-Paul II dans la ville même de Ploërmel, dans le Morbihan. Le Conseil d'État ordonne sa destruction au nom de la laïcité. Quel est votre commentaire? C'est extravagant. Dans le pays des cathédrales, dans le pays qui compte des dizaines de milliers de chapelles, d'églises, de basiliques, etc., qu'on ne puisse pas ériger un monument à un saint, Jean-Paul II, il a été sanctifié, eh bien, je trouve ça extraordinaire. La décision du Conseil d'État me paraît parfaitement aberrante, et j'espère qu'on va trouver une solution pour contourner cette décision absurde. Alors il semble que le maire de Ploërmel fait preuve d'imagination morbihanaise, et en tout cas bretonne, en suggérant que l'on privatise la partie du domaine public sur laquelle se trouve le monument. C'est peut-être une solution. Ça me paraît très intelligent et très plein d'humour de surcroît. Bien, alors il y a une autre affaire de croix, celle qui concerne la Légion d'honneur. Emmanuel Macron durcit les conditions d'attribution de cette décoration, jugeant qu'on la distribue à tort et à travers. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense qu'il y a inflation de ce côté-là, et qu'elle est attribuée à des tas de gens qui ne la méritaient guère, et quelquefois on a honte qu'elle ait été attribuée à certains personnages qui depuis ont défrayé la chronique de façon scandaleuse. Quand je pense que Roger Olindre, qui a des titres de guerre éblouissants, n'a pas la Légion d'honneur et qu'elle lui a été refusée, eh bien cela justifie en effet
la décision de restreindre de beaucoup la distribution de ce hochet, comme aurait dit Napoléon Bonaparte. S'il est un personnage qui ne mérite pas une décoration, c'est bien le footballeur Patrice Evra qui fait à nouveau parler de lui en tapant dans un supporter plutôt que dans le ballon. On se souvient de son comportement en Afrique du Sud lors de la Coupe du Monde de football. Un commentaire de votre part? Oui, écoutez, d'abord, il faut que les gens se rendent compte que le football professionnel n'est pas du sport. C'est un spectacle sportif qui est relayé par les médias et en particulier par les télévisions, ouvrant la possibilité de sommes considérables et dont on voit d'ailleurs quelquefois de manière scandaleuse l'attribution soit à certains joueurs, soit à certains clubs. Et je pense qu'il faut juger cela comme cela doit être assez sévèrement. Les joueurs professionnels sont en quelque sorte des acrobates et ils doivent respecter leur public. J'ajoute que très souvent, les supporters sont organisés de façon, j'allais dire, professionnelle, transportés pour créer l'ambiance qui, paraît-il, est nécessaire dans les stades. L'ambiance chaleureuse et de soutien, bref, il est bien évident qu'on met les gens dans un état d'excitation. On les voit d'ailleurs répéter des slogans, hurler, taper sur des tambours, se mettre dans des états d'excitation. Il n'est pas tout à fait étonnant qu'à un moment donné, ça finisse par un dérapage. Président, pour terminer cette conversation, avez-vous quelques lectures cette semaine? Écoutez, non, pour la bonne raison, je ne lis pas. D'abord, je regarde la nature. Je profite de la nature, de la plage, du sable, de la mer, des cocotiers, des piscines, des jolies baigneuses, etc. Tout ça. Et puis en plus, le soir, nous regardons des épisodes télévisé d'un feuilleton qui s'appelle Narcos, n'est-ce pas? Ah, Narco. Oui. C'est ça. Et alors, ça me dispense de lire, ce qui me change un peu. Oui, donc c'est la détente absolue. Vous nous mettez l'eau à la bouche. Absolument, c'est justement le repos du corps, de l'esprit et de l'âme. Ah ben c'est parfait. Nous vous souhaitons en tout cas une très très bonne convalescence. Et nous vous rappelons je pense beaucoup à vous et je vais penser de vous revenir plein de force et de détermination. Oui, ça ne fait aucun doute, alors à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.